Salut à tous et bienvenue dans cette session de formation dédiée au SIG et cartographie numérique avec le logiciel QGIS. Je suis Hervé Daouti, consultant et analyste SIG. C'est un grand plaisir pour moi de passer ce moment avec vous pour une cause qui est noble. Je tiens également à remercier M. Oscar et sa plateforme pour l'organisation de cette session et les soucis d'offrir à tout le monde les connaissances et cette belle opportunité pour bâtir des avenirs. Vous savez, aujourd'hui, les données sont une ressource précieuse pour la prise de décision. Et pour que ça soit ainsi, il faut que l'information que contient ces données soit tirée de la plus belle manière. Alors, dans cette session, nous allons parler des données, mais pas n'importe quelles données. Il s'agit de données ayant des parties géographiques, c'est-à-dire les données que nous pouvons localiser dans le temps et dans l'espace. Alors, pour une bonne réussite de notre session, nous avons prévu ce petit plan qui détaille un peu toute la matière que nous allons discuter ensemble avec vous. Et ce plan est constitué de 6 modules ou 6 grands points, en commençant par la prise en main jusqu'à aux analyses, préparation des données et puis la mise en page. Voilà. Alors, tout ce qui est prise en main plutôt, allais-je dire, nous verrons d'abord ce quoi un SIG, parce que par habit, les gens confondent ce que c'est un SIG. Les gens les confondent, et d'autres disent que SIG c'est un logiciel, voilà. Il y a beaucoup de définitions qui coulent là, sur cette abréviation-là. D'abord, c'est une abréviation, ce qu'il faut savoir, c'est ce qui veut dire système d'information géographique. Alors, le SIG n'est pas un logiciel. Le SIG, c'est un système qui permet à gérer des informations localisées géographiquement. C'est sa petite définition. Et ce système est composé nous avons les données, nous avons les logiciels, nous avons le matériel informatique, les savoir-faire et les utilisateurs. Les données, c'est ce qu'on venait de dire là, tout ce qui est données ayant une partie géographique, pas n'importe quelle donnée. Et les logiciels, c'est par exemple le QGIS que nous allons utiliser. Il y en a d'autres qui utilisent ArcGIS ou autres logiciels de cartographie. Les matériels, c'est comme l'ordinateur, c'est comme l'Internet, voilà. Tout ça forme le matériel. Le savoir-faire, c'est ce que vous pouvez faire avec votre savoir-faire. Et les utilisateurs, c'est nous. C'est vous, c'est moi, c'est un site n'est pas un logiciel. Voilà. Alors, nous allons jusqu'à configurer notre espace de travail sur SIG ou sur QGIS plutôt. Voilà. Et le deuxième point ou deuxième module consistera à la géodésie. Alors, la géodésie, quant à elle, elle est une science qui étudie la forme et les dimensions de la Terre. Et là-dedans, nous verrons tout ce qui est système de coordonnées de couches, système de coordonnées d'un projet, et comment passer d'un système de coordonnées à un autre système de coordonnées. Notre troisième module, quant à lui, va s'intéresser sur la recherche et l'ajout des données. La recherche de données sur Internet et l'ajout des données sur notre logiciel de cartographie qui est QGIS. Alors, pour tout ce qui est recherche, nous allons chercher les données d'abord sur Internet. Parce que il y a quelques sites qui logent déjà les données géographiques. Et nous verrons également comment ajouter les données via des Flix. Nous, nous ajouterons également les données ponctuelles à partir d'un fichier texte. Les données ponctuelles, ce sont des données, par exemple, qui sont sous forme d'un fichier Excel. Et vous avez organisé une mission d'enquête et que la mission est terminée. Par exemple, vous avez utilisé la plateforme Kobo et
lors de la configuration de votre formulaire, vous avez utilisé la collecte également des points GPS. Maintenant, vous voulez voir si les gens qui étaient sur le terrain ont exactement collecté les données dans la zone voulue. Voilà. Et nous verrons aussi comment ajouter les fonds de cartes en ligne, comment ajouter un fond de cartes OpenStreetMap, comment ajouter un fond de cartes Google Satellite, ainsi de suite. Le quatrième module, quant à lui, c'est aussi une manière d'avoir les données. Une manière d'avoir les données lorsque vous n'avez pas de site à télécharger les données, vous n'avez pas de données sur votre ordinateur, vous n'avez pas organisé une mission d'enquête, vous n'avez rien comme données. Vous avez juste votre ordinateur et vous voulez travailler. Votre ordinateur et votre logiciel, vous voulez travailler. Maintenant, QGIS vous donne la possibilité de créer les données vecteurs. Ça peut être les données lignes, ça peut être les données points, peut-être les données polygones. Voilà. Le cinquième module va constituer sur les requêtes et calculs de champs. Là, nous manipulerons la partie attributaire de nos couches. Alors, le dernier module, le module aussi le plus important parce que c'est à partir de ces modules ici que nous saurons comment faire les analyses un peu plus avancées sur QGIS. Comment représenter les données pour faire la mise en page. La mise en page, c'est vous avez tout préparé, tout arrangé et vous voulez maintenant exporter votre carte parce que d'ici jusqu'à la représentation des données, là nous sommes toujours sur un projet QGIS. Mais la mise en page va nous permettre de quitter un projet QGIS à la reproduction d'une. Voilà un peu ce qui constitue notre programme pour cette session de formation. Nous allons faire une petite introduction sur les types de données que nous allons utiliser tout au long de cette formation. Ici en QGIS, les données sont organisées sous forme de couches. En cartographie numérique, c'est pas seulement en QGIS, excusez-moi, c'est en cartographie numérique ou système d'information géographique. Les données sont organisées sous forme de couches superposables. Et ces données-là sont catégorisées en deux grands types. Il y a les données vecteurs et les données raster. Les données vecteurs se définissent uniquement par les coordonnées. Ça veut dire qu'ils ont X et Y. Et dans ces données vecteurs, nous allons trouver le type de données vecteurs points, les types de données vecteurs lignes et les types de données vecteurs polygones. C'est l'exemple que nous avons ici. Ça, c'est une donnée plutôt vecteur. Le petit point que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle les données vecteurs points. Et les lignes que vous voyez là, ce sont les données vecteurs lignes. Et l'ensemble ici, c'est ce limite qu'on voit là, ce sont les données vecteurs polygones. Alors, que représente une donnée vecteur point, une donnée vecteur ligne et une donnée vecteur polygone? Une donnée vecteur point peut représenter une ville, ça peut représenter un arbre, ça peut représenter une personne, et ainsi de suite. Par contre, une donnée ligne, une donnée vecteur ligne peut représenter une rivière, ça peut représenter une route, ça peut représenter un chemin de fer, tout ce qui est en forme de ligne. Les données polygones, quant à elles, sont des données qui représentent par exemple des régions. On peut prendre la ville de Kinshasa, la ville de Dakar, la ville de Tunis, ainsi de suite. Voilà un peu tout ce qui forme les données vecteurs. Donc, on dira qu'il y a deux grands types de données, raster et vecteurs. Dans les données vecteurs, nous avons trois types de données encore. Il y a les données vecteurs points, données vecteurs lignes et données vecteurs polygones. En dehors des données vecteurs, nous avons les données raster. Les données raster ou images, voilà, sont constituées de pixels. Maintenant, en zoomant un raster ou une image, on finit par distinguer le pixel et chaque pixel possède une valeur correspondant par exemple à la couleur ou à son altitude. Un raster
quant à lui, est caractérisé par la taille d'un pixel et sa résolution. Nous avons l'exemple des rasters comme une carte qui est scannée, et la photographie aérienne ou des images satellites. Chaque type de données a des formats. On revient sur les données vecteurs où on retrouve le format SVG, le format AI, le format Shapefile ou le format GeoPackage. Là, c'est pour les données vecteurs. Pour les données raster, nous avons le format JPEG, GeoTIFF ou encore le format PNG parce que ce sont des images. En dehors de leur typologie vecteur et raster, ces données ici sont constituées de deux grands composants dans chaque catégorie ou dans chaque type. Ils ont la partie ou la composante qu'on appelle la composante spatiale et la composante attributaire. La composante spatiale, c'est ce que nous voyons là, la forme et la géométrie. Comment la couche est formée. Voilà, ça c'est la composante spatiale. Par contre, la composante attributaire, c'est l'ensemble des informations qui sont associées à la partie spatiale que nous voyons là. Ici, c'est la partie spatiale et de l'autre côté, c'est la partie attributaire. Voilà, l'exemple est là. Ici, c'est la partie spatiale qui nous donne la forme et la géométrie. Et ici, c'est la partie attributaire qui nous donne les informations qui sont associées à cette partie spatiale. Dans tous ces formats de données, les formats les plus utilisés pour les données vecteurs, c'est le format Shapefile ou fichier de forme. Et dans le format Shapefile ou fichier de forme, lui également est composé d'autres soldats ou d'autres départements à l'intérieur. Vous ne pouvez pas parler d'une donnée, plutôt d'une donnée en format Shapefile sans pourtant évoquer tous ces départements ici. Ils sont au nombre de 5. Si un des départements manque, alors cette donnée n'aura pas de sens. Ils sont complémentaires. Voilà. En dehors des fichiers de forme au Shapefile, nous avons également les données en format de GeoPackage. Lui également est formé de trois éléments à l'intérieur. Nous avons le format tab ou map info. Lui également est formé de 5 éléments à l'intérieur. Et il y en a beaucoup d'autres formats. Mais il est aussi à noter qu'il existe de nombreux autres formats de fichiers vecteurs lisibles par QGIS. Les trois qu'on vient de citer ici, ils sont lisibles sur QGIS. Mais ce qu'on utilise beaucoup plus, c'est Shapefile. Pourquoi? Parce qu'il a la facilité plutôt d'être lire et d'être modifié. Nous avons par exemple, en dehors de ces trois formats qu'on vient de citer, nous avons par exemple le format GeoDizon, qui est notamment utilisé pour des cartes interactives en ligne, pour ceux qui utilisent ou ceux qui font le web mapping. Ils utilisent beaucoup plus les couches en format GeoDizon. Il y a ceux qui utilisent le Google Maps ou Google Earth Pro. Là, les types de données qui sont là, les types de couches qui sont là, sont des couches en format KML ou KMZ. C'est différent de ce type ce format de données ici. Voilà. Voilà. Tout ça, c'était à titre d'information pour nous mettre déjà l'idée dans la tête de quel type de données, de quel genre de données que nous allons utiliser tout au long de cette formation. Voilà. À présent, nous allons voir comment installer d'abord ou comment télécharger et installer le logiciel QGIS. Pour ceux qui en ont déjà sur l'ordinateur, ils peuvent directement installer. Pour ceux qui n'en ont pas, nous allons commencer par télécharger puis installer. Alors, je vais quitter ma présentation pour aller au navigateur.
Voilà, je vais lancer mon navigateur et sur ma barre de recherche, je vais taper QGIS. Je lance la recherche et je suis directement sur le site officiel de QGIS et je prends juste télécharger QGIS. Voilà, je suis sur le site. Comme je venais de le dire, que le logiciel est libre d'utilisation. Et là, si vous voulez faire un don, vous pouvez le faire. Nous allons directement sur téléchargement. Et dès que vous cliquez là, vous avez ces informations devant vous. Ici, j'ai deux versions qui sont téléchargeables. Il y a une version long terme et il y a une dernière version. La version à long terme, c'est la version qui est déjà stable, où l'expérimentation a déjà pris fin, c'est une version qu'on peut utiliser sans souci. Par contre, la dernière version, c'est une version qui est en cours d'expérimentation. Dit que le développement n'a pas encore pris fin. Alors, il est toujours conseillé d'utiliser la version à long terme parce que lui est déjà stable. Alors, pour la voir, je n'ai qu'à cliquer sur la version à long terme et automatiquement le téléchargement commence. Voilà, il est là et nous allons patienter jusqu'à ce que le téléchargement puisse prendre fin. Et vous devez avoir un volume internet un peu conséquent. Pourquoi? Parce que le logiciel pèse 1,200 gigabytes. Voilà. Nous allons laisser le temps à ce que notre logiciel puisse être téléchargé et puis on verra comment l'installer. Notre téléchargement a pris fin et nous avons notre logiciel qui est là. Ce qu'on va faire, on va essayer de l'installer. Voilà. Moi, je vais déplacer ça ici pour les mettre là où je mets le programme. Voilà. Jusqu'ici, programme. Voilà. Et je le dépose ici. Voilà. Une fois déplacé, je fais clic droit et puis je vais ouvrir. Je l'ouvre. Voilà. L'installation commence. Je patiente un tout petit peu. Voilà. Je clique sur Next. Je vais accepter les conditions. Next. Voilà, il va créer un dossier sur mon bureau. Je fais Next. Et puis, j'installe. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre installation. Je vais juste cliquer sur Finish. Et je rentre sur mon bureau. Voilà, le dossier QGIS est déjà créé. Je vais l'ouvrir. Et là, j'ai plusieurs fichiers à l'intérieur. Ici, je vais prendre juste QGIS Desktop. C'est ce que nous allons utiliser. Je vais cliquer sur QGIS Desktop. Voilà. On patiente ça c'est que QGIS se lance. Et voilà. Le logiciel est maintenant prêt à être utilisé. Voilà. C'est ça l'interface de notre logiciel QGIS.